Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le Premier ministre tunisien était hier au palais présidentiel. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Habib Essid est à Abidjan dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Mahamadou Traoré, Jérôme Kofi Aboul. En matière de coopération sud-sud, la Tunisie accorde un point d'honneur à ses relations avec la Côte d'Ivoire, son troisième partenaire économique en Afrique subsaharienne. Chose qui témoigne de la présence à Abidjan depuis dimanche du chef du gouvernement tunisien, Habib Essid. Reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi, il dit placer cette visite sous le signe du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. C'était une occasion pour transmettre à M. le Président les salutations de son frère, M. le Président de la République, Béji Haït Sibsi. Ça a été une occasion pour revoir les liens de coopération qui existent entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Ces liens, comme je disais, très anciens, mais qui nécessitent d'être renforcés. Les encouragements et le soutien qu'a apporté M. le Président de la République pour renforcer ces liens de coopération. Qualifiant les échanges avec le chef du gouvernement tunisien de fructueux, le président Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur les domaines de coopération entre les deux pays. Nous savons qu'il y a des pistes de coopération qui sont donc possibles et qui peuvent être renforcées entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que nous puissions renforcer ces liens et que nous puissions aller de l'avant et profiter surtout de l'expérience tunisienne en matière de formation, en matière de tourisme, en matière technologique. Je lui ai demandé de transmettre nos salutations fraternelles au président Essebsi et surtout lui dire que la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle tunisien. Nous avons des entreprises tunisiennes ici qui font un excellent travail dans le domaine des travaux publics, du logement, plusieurs secteurs qui sont importants pour l'économie ivoirienne. Et maintenant, avec la visite de M. le Premier ministre, je sais que nous allons renforcer davantage ces liens de coopération. Passé le printemps arabe et la période de transition, la Tunisie s'attelle désormais à se repositionner sur la scène internationale, une dynamique portée depuis décembre 2014 par son nouveau président, Béji Haït Sibsi. La première dame de Côte d'Ivoire a échangé récemment en Suisse avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT. Madame Dominique Ouattara assure la présidence du Comité national de surveillance de la lutte contre le travail des enfants. Abiba Dambélé-Saoui. Encore un pas dans la lutte contre l'exploitation et la traite des enfants en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail, OIT, et les acteurs de la lutte contre le travail des enfants partagent la même philosophie et les mêmes valeurs. La première dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'OIT et ses experts. Au centre des échanges, le fait que les populations ne comprennent pas que l'on confère le statut d'enfant travailleur à des enfants scolarisés qui, en dehors des heures d'école, exécutent dans le cadre familial des activités qui ne mettent pas en péril leur santé et leur assiduité scolaire. La présidente du Conseil national de surveillance, Mme Dominique Ouattara, a rappelé tous les efforts fournis par son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le phénomène de la traite. Cet entretien s'est particulièrement bien passé. Monsieur Guy Ryder a été sensible à notre plaidoyer concernant les enfants de paysans et nous avons convenu de faire une liste de travaux légers, dits socialisants, que nous allons pouvoir faire pour que les enfants des paysans et les autres, les enfants qui vont à l'école, puissent faire sans être comptabilisés comme enfants victimes. Pour sa part, le directeur général de l'OIT a salué l'engagement de la première dame à lutter contre le travail des enfants. Il a indiqué qu'il faut redoubler d'efforts pour éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici 2025, dans le cadre de la cible 8.7 des objectifs de développement durable et créer une alliance mondiale. Nous avons eu une réunion très productive sur les mesures que nous pouvons prendre ensemble pour avancer la lutte contre le travail des enfants à la Côte d'Ivoire. Et ce qui était surtout positif, c'est que nous avons trouvé très facilement les points de convergence, les points sur lesquels nous allons travailler ensemble.
Les deux personnalités ont adopté les travaux des experts. Il s'agit entre autres de l'introduction de la notion de travail léger pour les enfants de 13 à 15 ans dans la législation nationale et utiliser également cette notion dans le cadre de la mesure statistique. L'OIT s'est engagé à fournir une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de révision des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Les deux parties ont souligné la nécessité de récolter des données statistiques fiables sur le travail des enfants à travers l'Institut national de la statistique. Soulignant que la présidente du Comité national de surveillance était accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dosso Moussa, du directeur général du Conseil Café Cacao, d'un représentant du patronat et d'un représentant des travailleurs. Tous les acteurs ont salué l'initiative et relevé le succès de la mission. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de France effectue une mission de 3 jours à Abidjan sur invitation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les deux structures entendent partager leurs expériences en matière de mise en œuvre des lois sur les déclarations de patrimoine. Abou Sanogo. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de France en mission de travail en Côte d'Ivoire sur invitation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Un partage d'expérience pour la mise en œuvre des lois, notamment sur les déclarations de patrimoine pour assurer la transparence de la vie publique. Votre visite de travail en Côte d'Ivoire va non seulement contribuer au renforcement des liens d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire, mais elle va surtout nous permettre de bénéficier et de capitaliser l'expérience avérée de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans nos stratégies de prévention et de lutte contre la corruption. Les hôtes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre d'un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous allons proposer au président de la HABG de nouer un partenariat assez structuré à l'avenir pour faire en sorte qu'à l'issue de ce séminaire, d'autres séminaires de formation, que nous puissions accueillir à Paris, notamment les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle des déclarations de patrimoine ou qui sont chargés de mettre en œuvre le système d'information de la HABG. Et puis ensuite, sans doute, de lancer un réseau international des autorités en charge de la transparence et de la bonne gouvernance à travers le monde, parce que ça nous paraît absolument essentiel de lutter au plan international sur les phénomènes d'évasion fiscale qui touchent absolument tous les pays du monde. L'organigramme de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ses missions, ses objectifs et ses organes de gestion ont été présentés aux hôtes français. Les assemblées annuelles des dirigeants des douanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont ouvertes à Abidjan en même temps que la 16e réunion du comité des experts. Thème du conclave, la douane numérique. L'objectif est de vulgariser l'accès aux services par voie électronique. Lansine Bakayoko, Adama Koni. Face à l'accroissement du volume des échanges, assurer le recouvrement des recettes par les méthodes traditionnelles devient complexe, voire impossible. Aujourd'hui, il est urgent d'aller vers la modernisation des services et des prestations. Voilà l'objectif des assises de la communauté douanière africaine dont les travaux ont démarré ce lundi par la 16e réunion du comité des experts. L'enjeu de cette importante réunion est de préparer et de faciliter la tenue de la conférence des directeurs généraux des douanes. Cette conférence des directeurs généraux, la 21e, met le numérique au cœur des réflexions. Il s'agit d'informatiser les outils de recouvrement et d'interconnecter les différents systèmes de la région Afrique. Sur ce chantier, l'administration douanière ivoirienne assure un véritable leadership. La Côte d'Ivoire héberge le bureau régional de renforcement des capacités de la région AOC. La douane de Côte d'Ivoire est devenue le véritable leader en matière de transit, est également le leader désigné en matière de développement informatique. En tout état de cause, l'Organisation mondiale des douanes se dit disposée à accompagner davantage les douanes ivoiriennes, notamment pour le transit, l'élaboration du plan stratégique et le management. Des réformes que les opérateurs économiques voudraient moins contraignantes. On nous dit que ça va faciliter la traçabilité au niveau des opérations douanières
mais on pense que toutes ces opérations-là n'auront pas un coût supplémentaire sur nous. D'autres problématiques comme la gestion coordonnée des frontières, la problématique de l'aide humanitaire, la gestion des sociétés d'inspection et les problèmes sécuritaires sont également inscrites au programme. La 35e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida se tient ici à Abidjan. Les participants tablent sur la stratégie pour trouver des solutions et mécanismes efficaces contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Kadi Fadiga Fofana. Comment répondre à une demande urgente et apporter une réponse globale et étendue face au paludisme, à la tuberculose et au sida? Le Fonds mondial est alors créé en 2002. Objectif, financer les activités de lutte de ces trois maladies. Résultat, en 14 ans d'existence, des millions de personnes ont accès aux principaux services de santé et de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Des progrès et des efforts conjugués de différents partenaires internationaux. En première ligne, les États-Unis, ensuite la France. Alors ce mardi, réunion du conseil d'administration du fonds pour réfléchir sur de nouvelles stratégies. Mais avant, échange avec la ministre de la Santé. La Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, il y a des progrès qui ont été faits, mais il reste aussi beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et ensemble, à travers la commission technique, nous allons travailler à éliminer le palud et à contrôler, à maîtriser le VIH et la tuberculose. Des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire, mais il faut préparer l'après-financement. Tant que notre PIB va augmenter et que nous allons passer facilement à 2 chiffres, en même temps, nous devenons éligibles, malheureusement, entre griffes, à la phase transitoire de l'appui du Fonds mondial. Donc, c'est possible qu'en 2020, la Côte d'Ivoire ne puisse plus bénéficier de l'appui du Fonds mondial et que le pays devra donc prendre le relais par rapport au financement. Malgré tout, selon le contre-amiral Zimmer, les États-Unis sont décidés à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Un financement plus accru a été demandé pour une lutte efficace contre ces trois maladies qui minent le continent africain. Un jour après le décès de l'artiste Papa Wemba, une délégation congolaise est arrivée à Abidjan. Elle est constituée entre autres du gouverneur de la province du Sankourou et de la veuve de la figure emblématique de la musique congolaise. La délégation a été accueillie par les ministres de la Culture et de la Promotion de la Jeunesse ainsi que le commissaire du FEMUA, Issaïo Aboussanogo. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Il est un peu plus de 11 heures. Une délégation vient d'arriver de la République démocratique du Congo. Elle est composée du gouverneur de la province du Sankourou et de Marie-Rose Amazon, la veuve de Jules, Shungun, Wemba Dio, Peneki Kumba, Papa Wemba. Elle est accueillie par les autorités ivoiriennes. Dans le tunnel qui mène au pavillon d'honneur, l'atmosphère est lourde. Maman Amazon est inconsolable. Je suis là, papa. Papa, notre belle histoire. Il ne fallait pas que ça se termine comme ça. Les yeux rougis par les larmes. La tristesse se lit sur les visages. Le pavillon d'honneur affiche véritablement un visage très pâle. Autorité, amis, connaissances, proches et parents s'expliquent difficilement et péniblement ce qui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche sur la scène du FEMUA 9 avec Papa Wemba. Pour le gouverneur de la province du Sankourou, c'est tout le Congo et toute l'Afrique qui pleure le chef du village Molokai. C'est une icône et il a donné toute sa vie, toute sa jeunesse pour la musique. Et donc c'est tout un symbole qu'ils viennent rendre l'âme ici, micro à la main. Une rencontre est prévue entre autorités ivoiriennes et congolaises pour s'accorder sur la conduite à tenir. Ce que nous allons proposer et qui a déjà été arrêté avec le Premier ministre, c'est que la Côte d'Ivoire rende un vibrant hommage à Papa Wemba. La dépouille de Papa Wemba sera conduite en République démocratique du Congo dans les 48 heures après les formalités d'usage.
À l'étranger, un mois après un mois de travaux à la suite des attentats de Bruxelles, la station métro Maelbeek a repris du service. Située au cœur du quartier européen de Bruxelles, cette station a été le théâtre de l'explosion d'un des kamikazes lors de l'attentat du 22 mars dernier. Marie-Laure Magnessé, Gabriel Zani. La station métro Maelbeek de Bruxelles a rouvert ce lundi. Cette station métro était fermée suite aux attentats de Bruxelles survenus le 22 mars. Pour cette réouverture, plusieurs dispositifs sécuritaires sont pris. La station fonctionnera dorénavant de 5h30 à minuit et demi au lieu de 6h à 22h. Les accès resteront limités pour l'instant à 2 entrées et sorties. Une situation que comprennent les passagers. C'était pour des bons motifs, je peux comprendre. Il faut quand même pouvoir analyser, régler tout ce que c'est. S'il y a eu des dégâts, tout ça je peux comprendre. Plusieurs personnes se sont déplacées à Maelbeek ce lundi pour écrire des messages aux familles de victimes ou simplement se recueillir en apportant des fleurs. Je l'ai tout regardé et ce qui m'a plus frappé, c'est un message qu'il y avait. C'est par là, il a écrit « C'est l'amour qui gagne » et c'est ça que je pense moi aussi. Je suis venue pour réfléchir, j'ai mis une fleur et j'ai écrit des mots pour soutenir les familles. Le vendredi dernier, la Belgique a rendu hommage aux victimes des attentats du 22 mars. Le gouvernement a informé qu'il mettrait en place pour les victimes et leurs proches un statut semblable à celui des victimes de guerre, prévoyant une aide financière pour le dommage moral subi et des mesures sociales, retraite et remboursement à vie des frais médicaux. En Syrie, les bombardements des quartiers résidentiels à Alep hier ont fait 19 morts et 20 blessés civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La violence a aussi frappé le quartier chiite de Saïda Zinab au sud de Damas. Bilan, plus de 12 morts et 40 blessés. Le président américain Barack Obama a annoncé l'envoi de 250 militaires américains en Syrie. Aux Philippines, John Risdale, un otage canadien détenu depuis plusieurs mois par les islamistes radicaux du groupe Abu Sayyaf, a été exécuté hier. Le groupe réclamait une rançon de plusieurs millions d'euros, faute de quoi il menaçait d'exécuter l'otage. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.